Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, l'After, en compagnie aujourd'hui de Laurent Perroton et de Christian Ponty. Nous sommes toujours depuis le tête de course, le Bike & Coffee de Nyon, pour évoquer l'actualité de la fin de semaine, du week-end et sans doute de ce début de semaine. Il s'en est encore passé bien des choses. Alors bonsoir messieurs. Bonsoir Laurent, bonsoir Christian. Bonsoir. Allez, petit tour de ce qui vous a impressionné, de ce que vous avez retenu de ces derniers jours, de ces dernières heures. Revenir sur le back-to-back, ce week-end magnifique avec toutes les équipes, avec un championnat tellement serré que c'est très intéressant. Les rencontres à venir, bien évidemment. Revenir sur les propos de Daryl Sutter, le coach des Calgary Flames. Je voudrais parler de ça parce que ça m'a quand même assez profondément choqué. On a pour vous Philippe quelques questions diverses et puis je voudrais finir avec le. J'en ai reçu aussi une ou deux pour vous. On va y aller. On va commencer par la question et puis on voudrait lancer une nouvelle rubrique. Le casque de carbone. Donc le principe c'est vraiment d'avoir un joueur qui t'a marqué sur des déclarations, sur des faits sur la glace, sur des performances, sur quelque chose pour son équipe. Et du coup on parlera un petit peu de ça. Puis chaque semaine on essaiera de trouver chacun un joueur différent. On commence aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui avec un joueur. On va revenir sur un joueur en particulier. Et on fera ça en parallèle bien entendu avec le site planethockey.com où vous retrouverez évidemment nos commentaires et nos avis sur ce fameux casque de carbone. Christian Ponty. Alors moi, j'ai trois faits entre guillemets marquants du week-end. Alors je vais commencer par le réveil des hommes forts. Donc pour moi, on est clairement dans le money time, on est presque déjà en mode playoff tellement c'est serré. Donc Noah Rod qui égalise à 55e minute pour Abienne. Tristan Chervet qui marque le 1-2. Enfin. Ouais, mais alors celui-là, comme il est important, parce qu'ils doivent inverser la tendance. Et je sais pas si vous avez vu que l'enthousiasme, c'était le Chervet des championnats du monde, à moitié franc-fou, et moi j'ai adoré. Bon, ça veut dire aussi que ça faisait 12 matchs qu'il n'avait plus marqué. Ouais, mais justement, c'est maintenant, c'est important. Et de nous, c'est pour ça que je dis le réveil des heures forts. Et Herzog, 2 goals contre Fribourg, hyper important aussi, parce que Zug, après une déception Champions League, on fait un gros week-end. Et voilà, ça devient dur, c'est le moment où les hommes forts doivent se réveiller, ils sont là. Donc pour moi, c'est un des gros points du week-end. Ensuite, je vais quand même noter Attila Biasca. Quand même 6 buts, enfin 6 points, 5 buts. C'est quand même un sacré bonhomme. Moi, je suis allé un peu m'intéresser à lui. Donc 1m85, il est ailier gauche et centre, il fait 88 kilos et l'année passée il a fait 39 matchs pour 14 points, 11 buts, 3 passes et cette année il est à 36 matchs, 15 buts, 21 assists et je pense que c'est une année de draft, donc à mon avis il est à 1 point par match en Ligue junior majeure, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel mais c'est déjà très bien, mais c'est surtout qu'il a un profil assez physique, robuste. Donc ça veut dire que c'est aussi des bonnes nouvelles pour le hockey suisse, je pense, parce que typiquement plus tard ça sera, il est déjà en équipe nationale, mais je pense que plus tard ça sera un des futurs qui va rentrer en ligne de compte pour le futur du hockey suisse. Oui, sans doute. Et moi de mon côté, c'est les images qu'on n'aime pas voir. D'ailleurs, je crois que vous vouliez aussi en parler dans quelques instants, Laurent. C'est Nygren. Voilà, l'image d'hier, elle est pas belle, ça c'est clair. Ça fait mal, fracture tibia péroné, donc fin de carrière. Oh non, pas fin de carrière, mais fin de saison. Mais fin de carrière davosienne pour Nygren qui s'en ira en Suède la saison prochaine. C'est malheureusement pour lui une page qui se tourne après 6 saisons dans les Grisons, qui se tourne de façon un petit peu moche parce que c'était vraiment un bonhomme. C'est sans doute le chouchou du public et il avait quelque chose en plus là. Oui, un charisme, évidemment ses performances de joueur, mais une gueule de hockeyeur nordique et moi je voulais venir là-dessus. Pour moi c'est le casque de carbone parce que je suis tellement triste
triste pour ce joueur et cette carrière qu'il a fait en Suisse de finir comme ça. Et j'ai mis une hypothèse que j'ai pas osé dire parce que quand on est à la télé... Hier soir sur les Monts Bleus. Sur les Monts Bleus... juste avant, en deuxième période, sur la même cheville, il fait un block shot sur Di Domenico. Est-ce qu'il n'y avait pas une fragilité et puis qu'elle a continué à vouloir jouer? Il a reçu un choc au même endroit et puis après, donc il y aurait eu fissure peut-être ou déjà. Ou peut-être, c'est une hypothèse, mais et puis après, il prend le rail là, et puis. Quand on voit la jambe vriller comme ça. Parce qu'il se blesse tout seul en fait, c'est pas pendant un choc, c'est en rotation et puis en rotation, le poids du corps qui est trop fort sur la cheville qui se bloque. Et puis du coup, c'est une fin de saison et une fin de carrière en Suisse, donc on est vraiment très triste et on lui souhaite un bon rétablissement, beaucoup de bonnes choses et puis on espère le voir à son meilleur dans son retour dans son pays natal. Oui, voilà, en tout cas, Nygren effectivement aura marqué son époque du côté de Davos et je pense qu'on lui fera les honneurs d'une belle sortie à un autre moment lorsqu'il pourra peut-être chausser les patins. Enfin, je suis certain qu'ils vont faire quelque chose avec lui. Il est donc opéré aujourd'hui et on lui souhaite un bon rétablissement, même s'il aura sans doute de la peine à écouter notre émission. Bon, on commence peut-être par les questions-réponses. Les questions diverses, ouais. Ouais, allez, allons-y. Je commence. Moi, j'en avais une de William. Donc là déjà, juste pour préciser aux auditeurs, on va mettre en place, vous allez mettre en place dans le site Planète Hockey des adresses email où on pourra individuelles où on pourra recevoir des questions et puis comme ça c'est intéressant d'y répondre et puis c'est interactif et puis on pourra répondre honnêtement. Alors il faudra encore attendre un tout petit peu parce que techniquement c'est pas toujours évident. Donc mais bientôt il y aura effectivement l'adresse Laurent Perroton Planète Hockey, même chose avec Christian Ponty, même chose avec Patrice Lefebvre, enfin tous ceux qui participent régulièrement à cette émission. Donc, alors allez-y. Une question de William. Moi je ne connais pas les questions. C'est pour vous, alors attention. Ah bon, en plus. Oh là là. Pour Monsieur Ducaro, êtes-vous content de votre émission et de vos audiences? Oui. Je dois développer. Oui, bien sûr. Alors, content de l'émission, comme j'ai deux joueurs de hockey encore en activité ou presque face à moi, je vais quand même pas dire que c'est pas bon parce que je vais avoir des problèmes. Non, bien sûr, content de l'émission parce qu'on fait quelque chose d'un petit peu différent. On est un petit peu plus technique que ce qui se fait ailleurs et je pense que ça fait pas mal aux oreilles non plus. On est très engagé. C'est vrai que ça peut nous attirer quelques petits ennuis. C'est vrai qu'en tant que journaliste parfois, on essaye de garder les bons contact avec tout le monde. Moi, je pense que tout le monde doit jouer aussi le jeu et doit accepter être dans le milieu du sport et être dans le milieu des dirigeants. C'est aussi accepter un peu la critique comme nous on l'accepte de notre côté. Nous aussi, nous sommes critiqués par rapport à certains propos que nous tenons, mais nous les assumons. Et donc, pour moi, c'est une émission qui tient bien la route. Ensuite, au niveau des audiences, je pense que c'est la conséquence. C'est que comme c'est un peu spécial, ça marche pas trop mal. Alors, je dois vous avouer, la question, comme ça brûle pour point, elle n'est pas préparée. Donc je n'ai pas les derniers chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les premières semaines de diffusion, nous avions entre 15 et 25 000 auditeurs sur Planète Hockey, la radio. Ensuite, il y a YouTube qui vient en complément pour les retardataires ou ceux qui ont raté l'émission. Là, on a quelques centaines de vues, mais c'est vrai que sur les premières semaines de diffusion, le premier bloc comptait entre 15 et 25 000 auditeurs. C'est ce que nous faisions sur une journée de diffusion en web radio, ce qui est pas mal. Et donc en théorie, ça devrait grimper dès les débuts. 15-25 000 pour l'ensemble des émissions, mais comme c'est l'émission phare, j'imagine qu'il y a une grosse proportion des gens qui étaient branchés là-dessus. Donc on a, je pense, quand même un certain écho. Voilà. Okay. Alors une autre question encore, mais ça c'est pour tous les trois. Vous êtes parfois très francs, n'avez-vous pas peur de la réaction parfois excessive des fans? C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est exactement, et Philippe a répondu en partie, moi je vais répondre. Quand l'émission s'appelle Premier Bloc, pour moi on est un peu une équipe de hockey. Et puis évidemment que nos propos par rapport au classement et aux résultats des équipes, on va avoir des personnes qui vont être beaucoup plus positives avec nous si on parle de Genève, mais Genève est premier, que si on parle d'Ajoie qui est 14e par exemple. Donc c'est aussi, on commente l'actualité et on a aussi des retours négatifs souvent par rapport aux équipes mal classées et des retours très positifs par rapport aux équipes bien classées. Donc voilà, on est dans la logique et on le sait et on fait partie de ce monde du hockey et du coup on accepte ces remarques. Cela dit, oui, Christian. Ouais, moi je voulais juste dire que c'est vrai que des fois on est franc, mais c'est souvent étayé par du vécu, par des connaissances du milieu dans le vécu. Et puis
moi, j'oublie jamais ce que Stéphanie Méria avait dit tout au début. Je pense que des fois, on est dur, mais on tient toujours compte qu'on traite de l'humain. Et ça c'est une phrase qui m'a marqué quand Stéphanie Méria parlait de ça. Elle a dit on ne peut pas toujours être dur avec les gens parce qu'on traite de l'humain. Et moi, je pense que souvent, on juge une performance, mais jamais la personnalité, ou jamais le personnage. Je pense que c'est une grande différence. Ou rarement. Voilà. Rarement le personnage. Et puis moi, ça m'arrive souvent de dire ouais, il n'a pas bien joué, même si je sais qu'il est capable de mieux, etc. Enfin, je crois que c'est jamais quelque chose pour blesser la personne. Enfin, en tout cas, ouais, exactement. Et moi, vous pourrez en témoigner, je le dis souvent, moi j'ai un peu un rôle de modérateur, c'est-à-dire que moi je suis le journaliste qui pose les questions de base, parfois les questions des supporters. Alors parfois ça peut paraître incongru, mais il y a une certaine réalité. Puis c'est vous qui me rendez intelligent, comme je dis souvent. Et c'est un petit peu de la formation continue quand on écoute cette émission. Ouais. Puis moi, je vais peut-être encore préciser un truc, c'est que l'aspect justement du fait qu'on ait été du milieu les deux ou qu'on l'ait encore. Il y a le côté inside, comme on dit tout le temps. Et puis, il y a des bons exemples, des Noah Rod qui viennent parler. Ce qui est intéressant, ça va être aussi des anecdotes qui nous ramènent du vestiaire. Et ça, typiquement, ils vont pas le dire forcément partout parce qu'ils ne seront pas forcément en confiance, ils n'ont pas forcément l'envie. Donc, c'est aussi ça. On est aussi là pour ça. C'est quelque chose d'émotionnel. Et on est avec des gens émotionnels. Et puis, c'est un milieu où il faut apprendre aussi à vivre avec la critique. À l'époque, quand j'étais à la TSR, à la RTS à l'époque, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec les supporters et heureusement que le service d'ordre a fait son travail, sinon j'aurais eu encore quelques petits problèmes et le nez cassé une fois ou deux supplémentaires. De loin, pas et quelques dents en moins. Et t'étais de loin pas le pire, je précise. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est comme ça. Donc vous aviez des questions. Encore d'autres, oui. Non, alors moi, j'en avais surtout retenu. Il y en a eu quelques-unes, mais il y en a une que j'ai retenue. Je l'ai même pas notée parce que je la trouvais finalement très très sympa et peut-être aussi un petit peu pour modérer le propos que l'on a par rapport au Lausanne Hockey Club. C'est Thierry de Lausanne justement qui écrivait. J'écoute bien ce que vous dites sur Lausanne. Alors on peut partager ou on ne peut pas partager, mais maintenant essayons de construire. Et pour Lausanne du futur, que manque-t-il maintenant à Lausanne par rapport au Lausanne actuel pour avoir une équipe qui gagne la saison prochaine? Hors non habituel. En fait, voilà, c'était ça sa question. Ok, alors moi je vais commencer. Ce qui manque, ça va prendre un certain temps. Donc c'est-à-dire, on va commencer. L'image est très importante. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que ce week-end, on va y venir. Il joue très très bien. Puis il y a un gros clash dans un journal suisse-allemand. Et puis du coup, on écorne encore l'image. Et je crois que pour changer cette image, déjà avec les médias, les rapports avec les médias, c'est beaucoup plus de transparence. Ne rien avoir à cacher. Et puis dire les choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Almon, il n'est pas malade. On n'a plus envie de le faire jouer parce qu'on veut le transférer. Ce joueur-là, on n'est pas content, on va le transférer parce qu'il n'a pas une bonne attitude. Et je sais que c'est pas habituel, mais eux, ils doivent faire des efforts de communication. Ils ont changé un peu leur staff. Et vous avez dit que c'est Thierry de Lausanne. Thierry de Lausanne, oui. C'est pas Thierry Meyer. Hein, non, je pense pas. D'accord. Quoique, on ne sait pas. Non. Non, mais maintenant, on va aller sur le positif. Le positif, c'est le sportif. Et là, ça va mieux. On va y venir après dans l'émission. C'est surtout là où l'auditeur posait sa question. Oui, mais ça passe par là. On va savoir s'il faut un centre de plus, s'il faut renforcer l'arrière-garde. Alors là, on va y venir. Moi, j'ai toujours dit que malheureusement, avec les problèmes de Tobias Stefan et de Pounenov, heureusement qu'on a pris Lori Kainen, et il a joué ce week-end. Mais on aurait vraiment besoin d'un défenseur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, qui est capable aussi de jouer à la pointe en powerplay étranger, et puis d'un centre pour jouer avec Kovacs, même si on a mis Kovacs en tribune. Et c'est une très bonne décision parce qu'il m'a vraiment agacé vendredi. On y reviendra. Mais voilà, aujourd'hui maintenant, pour Lausanne, ce qui est important, c'est de battre Langnau. C'est-à-dire chaque week-end rattraper Langnau, faire des points pour battre Langnau. Puis après on verra la suite. Mais sur les 5 prochaines rencontres, essayer de passer à la 12e place et sortir de cette pression des play-outs pour pouvoir continuer. Oui, alors moi je peux pas faire autrement que de recommencer un petit peu comme Laurent a dit. Moi j'ai l'impression que sur quelques dernières années, Lausanne a un peu perdu son âme. Et pas seulement dans les gradins politiquement parlant, mais aussi sur la glace. Alors déjà, sans remuer le couteau 25 fois dans la plaie, regardez tous les clubs qui fonctionnent. Dans les postes clés, il y a des gens du cru avec une âme. Et ça prend du temps à se reconstruire. Après, point de vue purement sportif, il y a du matériel en place qu'on peut utiliser. Et moi, le signe pour moi fort du week-end, c'est la ligne Maillard, Ugly, Pedretti.
on n'arrête pas de répéter quand Maillard il a one-timer. Vous avez vu le goal qu'il met contre Langnau? Il ne réfléchit pas, bang. Ce gars-là, le premier match contre Langnau, il est à 9 minutes de temps de jeu, toute la ligne. Et le match d'après, ils ont déjà 1:30 de plus. Moi, j'ai espoir que l'entraîneur il se rende compte de ça et qu'il aligne déjà les éléments qui sont utilisables à plein potentiel. C'est marrant parce que bon, là, on va pas commencer tout de suite le débat sur Lausanne, mais vous parlez de 3 joueurs justement dont on avait l'impression qu'il n'y avait pas la confiance des coachs depuis le début de la saison. Des coachs. Confiance, mais qui c'est qui va donner le signal de la confiance? C'est le même entraîneur. Autre élément justement dans le même esprit, c'est Sidler. Sidler, enfin, il a du temps de jeu. Et le deuxième match, il a 1:35 de powerplay. C'est un gars, on doit miser sur des gars comme ça. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est que dans un premier temps, moi j'avais dit que moi, si j'étais à la place d'entraîneur, je testerais Lauri Kainen parce qu'autrement, il va rentrer sur la glace. Il aura plus joué depuis, je sais pas, 1 mois, 5 semaines. Il l'a mis. En l'occurrence, visiblement, c'est parce que Pulenov est blessé. Mais en tout cas, il l'a mis et ils ont gagné 2 fois avec lui. Donc ça aussi, pour la confiance. Parce qu'une équipe sans confiance, une fois de plus, il fallait gagner à la maison, ils l'ont fait proprement. Donc moi je pense qu'au niveau de la reconstruction, c'est aussi simplement avec les éléments en place que l'entraîneur fasse confiance aux joueurs, il leur donne de la confiance. Voilà. On parlera de Lausanne après. J'avais encore une dernière question. Ça fait un moment qu'elle traîne dans les tiroirs, mais puisqu'on en est à l'heure des questions-réponses, je vous la pose aussi. C'est par rapport à une discussion qu'on avait promis d'avoir et qu'on n'a pas eu le temps de faire voici quelques semaines. C'était par rapport aux joueurs que l'on avait discutablement engagé en championnat suisse, à savoir Virtanen et Formenton. Et en fait, on s'est un petit peu exprimé, mais sans trop se mouiller. Et un auditeur dont le nom m'échappe maintenant, malheureusement, parce que la question me revient comme ça, me demandait quelle était notre position par rapport à ça. Alors notre position. Donc on va rappeler que ce sont 2 joueurs qui ont eu des affaires de mœurs, qui pour le moment les affaires ne sont pas terminées ou un a été blanchi. Il y a eu un non-lieu, mais enfin il y a toujours l'image qui est écornée. Pourquoi est-ce que c'est la Suisse? La Suisse est le seul pays qui accueille des joueurs comme ça, et est-ce qu'elle a raison de le faire? Voilà. Mais finalement notre position elle est facile. Nous on n'a pas à faire gagner un club. Quand on est à la place d'un directeur sportif comme Ambry, regardez Formenton. C'est un gars qui est à son prime, il n'a rien à faire en Suisse sur le fond. En même temps, eux, ils sont en mode survie depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on ferait à leur place? C'est facile de critiquer, mais quand tu sais que tu joues ta tête, et puis après, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ils n'ont pas été jugés. Donc, c'est assez compliqué à dire. Évidemment, moi, sur le principe, évidemment que je suis contre les gens qui ont fait des choses pas bien, qui aient des contrats alors qu'ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Mais après, si on a la place de quelqu'un qui joue sa tête dans le club, qui a pas des moyens incroyables, je sais pas ce qu'on ferait. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que Formenton, avec Heinz, c'est peut-être le meilleur duo de Suisse depuis la Spengler. Moi, je rajouterais que les clubs se sont quand même protégés au niveau contractuel, dans le sens où s'il y a une des affaires il y a un jugement négatif pour un des 2 joueurs, notamment Formenton, il y aura un licenciement immédiat. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, mais on peut aller même plus loin. Donc, quand on a engagé... Donc justement, il paraît qu'au Canada, l'image du hockey suisse à ce niveau-là est plus très bonne. Pas très bonne, mais on peut aller même plus loin avec ce qui s'est passé avec l'engagement des joueurs de KHL. C'est ce que j'allais dire. J'allais élargir à Ovitu. Ovitu et puis Almqvist à Zug. Donc mais voilà, aujourd'hui la société actuelle, on fait des choses comme ça. Nous on peut porter un jugement, mais franchement, politiquement et sportivement, quand vous êtes à la tête d'un club, c'est des choses qui se discutent. Et puis il faut aussi penser que ils pèsent le pour et le contre, parce qu'ils ont eu une campagne aussi, il y a eu beaucoup de critiques, notamment j'ai vu à Genève à l'arrivée d'Ovitu. Nous on pense que ça serait mieux que ça ne se fasse pas. Bon, après, si j'étais à la tête d'un club d'Ambry, par exemple, j'aurais peut-être pris Formenton. Mais si on va plus loin, moi j'ai mon meilleur ami qui est dans le milieu bancaire, et puis on parle de bloquer les avoirs des Russes, et puis moi j'ai réglé le problème, j'ai pas d'avis banquier comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, on peut aller même très loin, et puis voilà. Moi je suis très déçu, je croyais que c'était moi ton meilleur ami, mais bon.
Non, mais c'est un de mes bons amis, et puis il m'explique ce qui se passe un petit peu. Et puis voilà, donc. Enfin, la preuve que c'est quand même un sujet un peu sensible, c'est que très sensible. pour la première fois, je vous sens un peu marcher sur des œufs quand même. Mais alors, je vais répondre. Je marche sur des œufs parce que on a tous fait des bêtises, plus ou moins graves, plus ou moins graves. J'ai jamais fait ce genre de bêtises, mais il y a une justice. À partir du moment où il y a un non-lieu où pour l'instant t'es pas jugé, ben t'es innocent en quelque sorte. Donc présumé innocent. Par rapport à cela, je pense que c'est un vide juridique. C'est un peu un vide juridique, et puis surtout ça, voilà, on peut pas se permettre, on sait pas ce qui s'est passé vraiment, et puis du coup voilà. Mais par contre, s'il y a peine de prison ou amende, ou vraiment t'es jugé, alors là je comprendrais pas que le club le garde, quoi, évidemment. Je pense qu'il le fera pas, mais après c'est ce que je disais avant. Si tu dors pas la nuit parce que tu sais pas comment tu vas t'en sortir, tout d'un coup t'as un Fermenton qui passe là devant, tu dis écoute, voilà, il y a un vide juridique, mais peut-être qu'on a une perle, et sur la glace ils ont une perle. Ouais, c'est clair. Bon, on ouvre votre premier chapitre, Laurent Perroton. Alors on revient sur le back-to-back. Bon, on va commencer avec Lausanne directement, comme on a parlé de Lausanne. Okay. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait parlé des gardiens. Donc à la surprise générale, Lorikainen a été le premier match, notamment à Lausanne, aligné. Par la suite, on a appris que Pounenov était légèrement blessé. Donc revenir sur la performance des deux rencontres. Lorikainen, le premier match, moi j'aimerais qu'on m'explique encore ce qui est venu faire Langnau à Lausanne, et quel était le plan de match et quel était le plan de jeu, parce que pour permettre à Lorikainen de réaliser son premier blanchissage du championnat. Ils n'ont rien fait pour. Enfin, ils ont tout fait pour. Là, à la fin du match, objectivement, je me suis dit, ils sont en grand danger de relégation. C'est-à-dire que pour moi, sur ce que j'ai vu sur un match... Vous parlez de Langnau, là. Je parle de Langnau. Ce que j'ai vu sur... Lausanne a très bien joué, notamment au niveau de la discipline tactique et individuelle. Mais Langnau n'était pas là, quoi. Et puis, la performance de Ugly, Pedretti et Maillard qui amènent les deux premiers goals, et qui mettent... Parce que Lausanne, au début, était craintif, évidemment, la pression. Mais voilà. Et puis, Boltheiser, pas bon. On avait parlé de gardiens, ça va jouer sur les gardiens, mais sur les deux matchs, il a le premier match, il a 91,11% d'arrêt, alors qu'il est au-dessus. Et puis le deuxième match, il a 86,49%, donc c'est vraiment pas bon. Pour parler de Lorikainen, sur le premier match, il est à 100% évidemment, mais là c'est difficile de le juger. À 17 shoots cadrés, c'est une catastrophe. Sur le deuxième match, et je l'ai trouvé sur les déplacements parfois hésitant. Ouais. Il a 84% d'arrêt. Donc c'est le manque de compétition. C'est souvent, on peut juger sur le deuxième et troisième match parce que t'es tout faux, tu flammes, et puis après t'es rattrapé un peu par le physique ou le manque de compétition. Mais c'est surtout qu'on peut pas le juger pour l'instant. Il faut le voir sur plusieurs matchs et contre des adversaires. Donc là, le bilan positif pour Lausanne. Dommage de ne pas avoir pu prendre les 6 points, surtout sur un concurrent direct. Mais ma foi, intrinsèquement sur ce que j'ai vu, raisonnablement, je suis pas très inquiet qu'ils aillent chercher la 12e et que Langnau se retrouve 13e, parce qu'ils sont quand même bien supérieurs à tous les niveaux. Ensuite, Christian a parlé un petit peu des rôles. Je reviens un petit peu là-dessus. Il a parlé de Sidler, 13 minutes 20 le deuxième match, et puis Marty est passé à 1 minute. Complètement logique. Et 5 le premier. Complètement logique. Et puis Maillard, par exemple, qui était à 8 minutes, est passé à 9 minutes 47 le samedi. Et il faut s'appuyer sur... On parle beaucoup de la légion étrangère. Je pense qu'il faut les laisser un peu tranquilles, puis essayer de trouver des duos. Et puis pour l'instant, s'appuyer sur les joueurs suisses. On a des très bons joueurs suisses. Maintenant, un truc qui me dérange sportivement, c'est qu'on met... l'étranger Kovac en tribune, Salomaki. Ça se joue souvent de Salomaki et Kovac. Voilà. Non, mais Kovac, c'est la première fois. Ouais, mais ça va se jouer entre les deux, visiblement. Quand il y aura Lorikainen. Mais Kovacs, il est vraiment agaçant, et surtout dans ses pertes de puck, et puis des fois il peut donner il a une très bonne passe et puis une transition très rapide, mais des fois il la garde un peu. Mais dans la même optique de joueur suisse, Fuchs, moi je suis Ria, je pète un câble.
parce qu'il y a quelques fois où il la garde, il peut la donner. Ria, il a un méga shoot direct. Donc là aussi, des fois, on est un petit peu individualiste de ce côté-là. Après, Odette, moi, je suis pas convaincu du tout. Et, moi, je préfère Kovacs. Et puis, le goal qui met en danger Langnau, le 4-3, c'est lui qui fait un turnover, qui perd le puck en entrée de zone. Et souvent, là-dessus, il a été pas mal embris, mais dans le volume de jeu et dans les pertes de puck, c'est insuffisant. C'est très insuffisant. Mais moi, il faut s'appuyer sur des joueurs suisses. Et il y a Elner qui va revenir en défense, qui va encore ramener du poids, qui est un joueur défensivement très bien. Et j'aime beaucoup Glauser, pas par ses performances, parce que c'est un très très bon joueur, mais il revient de blessure, il est un petit peu encore. Bon, Glauser Yanadzi, c'est une paire à succès en théorie. Oui, mais par contre, j'aime bien ses attitudes. À chaque fois qu'il pète un câble, mais je préfère voir ça. Il pète un câble quand il prenne un goal et tout. Et ce gars-là, à l'entraînement, je vous l'ai dit en début de saison, il est vraiment, vraiment très très bon avec le puck. Il a vraiment toutes les qualités, donc j'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau. Ouais, moi je suis d'accord. Typiquement, par rapport à ce que tu dis sur Ria, rappelez-vous, Ria il était très fort quand il jouait avec Dacosta, qui lui mettait des caviars en one time, parce qu'il avait un timing exceptionnel. Il a besoin d'un très bon passeur. Et en fait, à la base, Fuchs est un bon passeur, mais effectivement, il ne faut pas qu'il soit en retrait. On dirait le Odette suisse là. Ouais. Il dribble, il donne pas le puck. Il en fait un peu trop. Et là, le match, quand il gagne 5-0, il a une passe à donner sur son coup fort, donc on sait très bien qu'il a une bonne vision du jeu. Ria, la 4 dans le slot prêt, et il la garde et il veut faire une petite passe backdoor. Moi, je comprends pas quoi. Surtout avec le shoot de Ria, tu es sûr d'avoir une assist là. Ouais. Donc, non, il faut qu'il trouve son niveau, et puis surtout que parce que ça ne va pas à titre individuel, tu commences à jouer individuel justement, et ça c'est aussi la mission du coaching staff. Ouais, moi j'ai encore juste un truc à relever, c'est que j'ai trouvé Janadzi meilleur. Et surtout à Langnau, je trouve qu'il a fait un bon match et ça fait du bien pour la défense. Il prend le 2+2 là, il était un petit peu inquiet, mais après il met un super goal en powerplay. Ouais, et puis dans la vista, je l'ai trouvé meilleur. Ouais, vraiment, plus de jambes. Moi, je suis content pour lui. Plus vif. Ouais. Et puis on en avait parlé quand ils avaient joué le derby à Genève. C'était le seul sur le banc à calmer tout le monde et tout. C'est un leader d'équipe et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas capitaine. Ben, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est le prochain. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité. Non mais quand il y a un changement de coach, on peut aussi. Le coach, il a le droit de changer les assistants capitaines, et je crois que mettre Jäger, Frick comme assistant capitaine, c'est pas leur rendre service. C'est pas leur rendre service par rapport à leur tempérament, leur âge et puis leur passé dans le club. Donc leur ancienneté. Bon, il y a des clubs qui ont 5 assistants capitaines, ça se demandait parfois à quoi ça sert encore. Bien sûr, mais là pour moi, il y a un capitaine et un assistant, et pour avoir un peu plus d'impact, ça suffit. Oui, bien sûr, mais dans le cadre de Lausanne, on a parlé des émotions, de la vie de vestiaire, et ça va passer par les émotions sur la glace et la vie de vestiaire. C'est lié. Et si tu as des mecs qui fédèrent tout ça, ça va aller un peu mieux. Ouais, et puis, c'est comme il dit, c'est dans les moments compliqués que tu vois les gars qui se lèvent. Et effectivement, moi j'étais là, j'ai vu Janadzi à Genève, il a été vraiment bien, il a une super attitude. Et puis le point encore à améliorer, c'est le powerplay. 9 powerplay puis un seul goal. Donc ça, c'est un gros travail à effectuer du côté de Lausanne pour pouvoir peut-être aller chercher encore quelque chose de mieux. Est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter sur Lausanne ? Non. Pour une fois, c'est très bien comme ça. Non, puis je redis, une dernière chose, je pense que sur ce que j'ai vu, Langnau est en grand danger pour cette 13e place. Et si ils sont peut-être dans une phase où mentalement et physiquement ça va mal, mais s'ils n'améliorent pas un petit peu leur jeu, ça va être très compliqué. Et contre Ajoie, je les vois en grande difficulté aussi. Donc là, il y a un gros combat qui va se livrer pour cette 13e place. Voilà, et puis Lausanne a quelques jours maintenant encore pour mettre les choses en place. Le prochain adversaire, c'est seulement samedi, je crois. Hein. Ouais, j'y viens. Ils ont un deux gros vendredi et samedi, sauf erreur. Ils jouent Zurich et puis après ils vont à Berne. Oui. Donc vendredi et samedi, parce que là cette semaine la Vaudoise Arena est. C'est samedi mardi. Samedi mardi, pardon. Ah ouais. Samedi mardi, ouais. Donc ils ont une bonne pause. Donc ils vont pouvoir préparer ça, sachant que Zurich joue lundi contre Zug. Donc, ce soir. Mercredi, ce soir. Donc Cloton mercredi. Ils vont à Cloton vendredi et ils jouent encore Lausanne. Samedi. Ouais. Non, mardi, moi, il dit. Non, oui. samedi. Ouais, c'est ça. Samedi, donc ils ont 4 matchs en 5 jours. Et puis, je répète qu'ils sont à 8 défaites consécutives.
Donc, non, 6 défaites, six défaites consécutives. Ouais, vous allez avoir des problèmes, Philippe Ducarreau. Hein. Vous allez avoir des problèmes. C'est vous qui avez porté. Moi, c'est un ressenti. Voilà. Bah, voilà. Vous allez avoir des problèmes, monsieur. Bah oui, écoutez, je les assume encore une fois. Bon, après, la bonne nouvelle pour Lausanne, c'est que peut-être qu'ils vont aussi récupérer Poulenov, qui était quand même très en forme. Hein. Ouais. Petite pensée pour Stéphane, qui cette fois-ci définitivement est le numéro 3 et qui ne mettra plus un patin sur la glace cette saison, apparemment, sauf en cas de blessure. Il était backup avec le Hurricane. Ouais, mais backup. Il sera toujours backup. Et puis, c'est quand même. Là, on a vu le Hurricane 2 fois. Il y avait peut-être possibilité de lui donner. Enfin, on dirait l'importance du match. Non, ma question, sur des matchs comme ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il est suffisamment en forme pour entrer dans le match ? C'est ça ma question. On verra, parce qu'effectivement, avec ces quelques jours de récupération, Poulenov devrait pouvoir revenir et puis on va se retrouver avec le duo Hurricane-Poulenov visiblement. On change de club ? Allez, on va sur le premier contre le deuxième. On va aller dans l'ordre. Genève-Bienne. Évidemment, Christian a parlé. Le goal très important de Noah Rod pour l'égalisation. 5 points sur 6. On retrouve du grand Genève. Ce que j'ai pu dire moi aussi, c'est que la concurrence fait du bien à Genève. Je m'explique. Le fait de l'arrivée d'Ovitu, ça amène 6 étrangers. On a vu enfin Omar jouer à son meilleur niveau. C'est vrai. Et je pense que dans la tête des coachs, lorsque ça va être compliqué en play-off, et je l'ai dit, il y a beaucoup d'équipes qui vont peut-être jouer avec 3 étrangers, ceux qui ont la possibilité et qui en ont 3. Et Omar qu'on pourrait être. Et du coup, ça peut enlever un attaquant du côté de Genève avec tous les joueurs en santé. Donc ça met de la concurrence et c'est une bonne chose. Et le premier match, un peu compliqué sur l'entame, mais après ils ont bien réagi, beaucoup de caractère comme d'habitude. Et puis Noah Rod en tant que capitaine qui met un goal très important dans l'égalisation. Praplan qui a fait un excellent match aussi. Les joueurs suisses, il faut les mettre en avant aussi. Et puis après le match du samedi, match des peluches, vraiment une démonstration. Bienne a failli revenir dans le deuxième tiers, mais on arrive à tuer les matchs. Miranda qui met un goal important. Et puis là, Genève a vraiment pris de l'avance au classement. Et en tout cas, ils sont assurés d'être dans les 3 premiers pour les playoffs. Ouais, moi j'ai trouvé surtout sur le deuxième match Ovitu vraiment bon. Vraiment bon. Très bon transfert. Il monte en puissance, il est de plus en plus de confiance. Quand vous avez Vatanen qui va revenir, non, parce que Tom Ernest, c'est pas bon. Je suis désolé, mais c'est par rapport à son niveau, je parle. Par rapport au grand Tom Ernest, il est en dessous actuellement. C'est un peu ordinaire. Et du coup, je pense que la paire de fait de peut-être faire jouer Vatanen avec Tom Ernest, ça va permettre à Tom Ernest d'être plus libéré offensivement et de retrouver le grand Tom Ernest pour les playoffs. Ou avec Ovitu. Mais ça sera une décision. Est-ce qu'on va pléthore de bons défenseurs en Genève. Ouais, mais surtout Ovitu, il est bon dans les deux sens. Parce que vous rajoutez pour moi un joueur qui est très important dans des playoffs et dans l'expérience Jacques May. Les 2 jeunes qui ont beaucoup progressé, Le Coultre et Carrère. Chanton aussi. Et Chanton qui a progressé en 7, Morer pour l'instant qui a une passe difficile mais qui peut être très dur en play-off. Et puis les 3 défenseurs étrangers, c'est très solide. Hein. Très solide. Et puis venir sur les gardiens. Alors je vais y venir parce que Maillère, il a très bien joué ce week-end. Ce qu'il faut savoir avec Maillère, c'est que c'est un mec qui a besoin de temps de jeu, mais surtout d'avoir du puck, de bouger avec le puck. Et avec cette nouvelle réglementation derrière les cages, là, les rectangles derrière les cages, il y a Beaulieu qui fait un gros travail avec le mental parce que c'est l'une des premières fois qu'un changement de règlement met un gardien en difficulté. Et c'était le cas de Maillère. Et Beaulieu travaille beaucoup avec lui au niveau mental parce que le fait de ne pas pouvoir jouer avec le puck, de ne pas pouvoir sortir de sa cage et d'être dynamique, il fallait c'est un gardien qui a besoin de bouger et il fallait qu'il trouve d'autres paramètres. Et donc là, il travaille avec lui, puis on voit que ça porte ses fruits. Je rappelle que Maillère, techniquement, il est très fort. Je regarde les échauffements. À la canne, il est très fort. Non, mais même dans ses déplacements et tout, il est agile avec ses mains et tout. Maintenant, c'est le côté mental qu'il faut travailler avec lui. Puis en play-off, il a toujours des difficultés. Mais là, il a vraiment livré la marchandise. 3 matchs d'affilée. On nous a annoncé un petit peu un déclou dans le down. Fatigué physiquement. C'est pour ça qu'on l'a reposé ce week-end. C'est pas forcément une blessure, mais c'est un bon choix du coaching staff. Et puis ça a amené à Genève à gagner ces 2 matchs. Mais c'est marrant parce que moi, je regarde souvent Desclous justement, et puis je le compare à Giannoni à cause de leur taille. Et je me rends compte que souvent Desclous, il déploie beaucoup plus d'énergie pour défendre sa cage. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'il est plus souvent blessé parce qu'il fait des up and down, il fait des grands écarts.
Lecture de jeu, Giannoni, c'est l'un des meilleurs en Europe, donc c'est difficile de comparer à ce niveau-là. Voilà, mais du coup, il déploie beaucoup d'énergie. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi des fois fragile au niveau des adducteurs. Et puis c'est pour ça aussi que c'est vraiment important que maintenant, Maier, il soit dans une bonne passe parce qu'on arrive dans Money Time. Alors Money Time pour Bienne. Déjà, retour bientôt, d'ici, je sais pas, une semaine, un petit peu plus peut-être de Von Pottelberg. Ça va redistribuer peut-être un peu les cartes quand même. Ouais, ça va remettre de la concurrence dans le net, mais Ritz a fait du très bon boulot. Il a été exceptionnel. S'atterrit. Non, Ritz, ça va être le nouveau Stéphane. Enfin, ça l'est déjà depuis un moment. Mais... Sauf qu'il aura plus joué. S'atterrit en difficulté, mais je pense que est-ce qu'il est revenu trop tôt ou est-ce que vous savez, vous avez un pic de performance, vous travaillez fort pour revenir et puis d'un coup vous avez un down, ça remonte. Donc voilà, mais on sait que c'est un excellent gardien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois de plus, Bien a été intelligent avec Van Pottelberg. Ils l'ont envoyé jouer en Swiss League. Il a perdu le premier, il a gagné le deuxième. Biasca là. Il reprend confiance. Il a même accordé une interview où il explique qu'il a pris un coup dans le genou, il n'a eu aucune douleur. Donc non, de bon augure pour la suite. Maintenant, le gros problème à Bienne, c'est le powerplay. Ils étaient très bons en début de saison. Là, ils sont 10e avec 20,8. C'est insuffisant. Et là-dessus, ils doivent travailler. Puis toujours, je l'ai toujours dit, mais les face-off, ils en perdent tellement, ils déploient tellement d'énergie, ils ont des telles situations favorables. Et à chaque fois, le puck qui ressort dans la zone offensive, qu'ils perdent les face-off. Donc là, ils sont aussi 10e. Il faut absolument qu'ils arrivent à améliorer ça. Ouais, puis je pense que les playoffs pour tout le monde, mais encore plus pour les équipes de haut classement, comme tu l'as très bien dit, mais ça sera le premier tour. Et si tu gagnes ton premier tour et tu as été premier, alors là, tu as des ailes. Ouais, c'est ça. Mais la pression, elle est voilà, immense. exactement. Et puis, de nouveau, c'est pour ça que je disais avant, les gros joueurs se réveillent. Il n'y a pas 50 joueurs de play-off, je parle au sens physique du jeu. C'est pour ça que Sheahan a été engagé. Donc là aussi, il serait intéressant de voir comment il va l'introduire dans le jeu, parce qu'en play-off, je pense qu'il en aura besoin surtout au match à l'extérieur. Quand tu dis se réveil, il faudrait passer avec Ikea à trouver un réveil pour Rayala, parce que là, il fait partie. Il y a eu 2-3 petits éclairs quand même. C'est insuffisant par rapport à sa qualité. On a parlé de certains joueurs qui doivent monter leur niveau de jeu, et Rayala, et il fait partie de la problématique du powerplay. Donc là, lui, il doit retrouver son niveau pour pouvoir avoir un bien qui va pouvoir aller. Et puis il doit utiliser son shoot, son fameux shoot. Alors, problème posé du côté biennois, les situations spéciales. Par contre, alors c'est du côté de Fribourg, ce qui sauve actuellement un peu Fribourg. Exactement. Alors, on vient sur Fribourg-Zug. Est-ce que Fribourg, en powerplay, quand on connaît j'ai pas parlé de Genève, mais je vais venir sur un truc. Vous savez que quand vous faites le cumul powerplay, boxplay, si vous êtes à 100%, c'est bien. Le pourcentage en box-play, le pourcentage en powerplay. Si vous êtes à 105, c'est excellent, et si vous êtes à 110, c'est phénoménal. Davos, avant le match hier, il était à 112. Genève, ça restera toujours l'image davosienne. Genève, ils sont à 110, 109 exactement, avec 27,87. Et le deuxième en powerplay, c'est donc Fribourg avec 27,08. Sachant, j'ai pas fait les ratios, mais sachant qu'en début de saison ils n'étaient pas bien classés. Donc du coup ils ont un ratio qui est en train de monter. Sur les 10 derniers matchs, ils sont peut-être même premiers. Donc non, c'est ce qui les sauve. Le problème, c'est que ce week-end, ils ont joué contre Zug avec un Hollenstein dans les buts qui a fait un gros match, et un Giannoni aussi. Hughes a fait un très bon match, le deuxième où il a 94,4% d'arrêt. Le premier match où ils prennent 5-3, il est seulement 86. Et là, on a senti, il prend pas des gros goals fautifs, mais il est fatigué. Il a joué Spengler, il a joué avec l'équipe suisse, il a joué depuis longtemps. Là, vous vous rendez compte qu'il a joué plus de matchs dans toute sa carrière de National League sur ce début de saison 3 ans. que toute sa carrière tout court. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un vrai problème, et le retour de Berra va améliorer des choses. Mais Fribourg, aujourd'hui, dans tous les secteurs de jeu, c'est très solide. Moi, je les vois au minimum en demi-finale et vraiment être dans le top 6. Oui, alors moi déjà, premièrement, quand je parlais des réveils Sprunger de goal, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, Sprunger, il n'a pas marqué beaucoup de goals en début de saison, mais tout le monde se réveille un petit peu. Et puis après, pour revenir à ce que disait Laurent par rapport à Zug, Herzog exceptionnel.
Donc ils ont... Et surprenant de Zouk de voir après la Ligue des Champions, c'est de poser la question. Orgueil. Et là, ils sont dans le mode pour se qualifier. Moi, je pense que là, ils ont fait une réunion. Ils ont dit, OK, la Champions League, c'est fini maintenant. Maintenant, on va essayer de faire la passe de 3. Et moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, ils ont fait un très gros week-end. Et puis, ce week-end, il était important pour toutes les équipes. Et c'est pour ça que je dis, il y a des grands gagnants et des grands perdants. Ouais. Et Zouk fait partie des grands gagnants. Ça, c'est clair. Je pense pas que Fribourg soit dans les grands perdants parce qu'il y a quand même la manière. C'est ça, et puis, il y a aussi des points de réjouissance comme le retour de Berra, ça c'est vrai. Et puis, comme pour moi, juste une dernière chose. Rappelez-vous, on parlait tout le temps de Dido. On n'en parle plus en parlant de Fribourg. Et d'ailleurs, le powerplay marche mieux. Ouais, exactement. J'ai quand même envie de... On a beaucoup parlé de l'offensive fribourgeoise des étrangers qui produisaient pas beaucoup et que ça commence à revenir et tout, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu gêné ce week-end. Est-ce que l'arrière-garde de Fribourg, qui fait du bon travail depuis le début de la saison, n'est quand même pas un peu fragile? Regardez, absence de Rafael Diaz, et du coup vous vous retrouvez avec 6 défenseurs seulement, et en plus Dubé obligé de changer l'alignement pour mettre un peu d'expérience avec ceux qui sont un petit peu moins solides, à savoir que vous retrouvez Chavaya en premier bloc, et puis en première ligne, et puis Seiler en deuxième ligne, alors respectivement aux côtés de Gunderson et de Yecker, mais finalement ça paraît peut-être être un point faible là quand même. Philippe, on en a parlé. On a parlé de Bienne et de Fribourg, on les a associés sur le fait que dans les budgets, dans les montants, dans les contrats, les gros contrats mis dans l'équipe, après évidemment tu dilues ton budget et tu as moins de profondeur. Et Bienne a eu toujours des passages à vide lorsqu'ils ont eu des joueurs majeurs blessés, et Fribourg aussi. Et je crois que c'est une question de profondeur. Donc, mais lié au budget, c'est-à-dire que vous avez des excellents joueurs qui vous font tourner des matchs. Donc si on parle de Bienne, on va dans les buts. Berra, Sateri. En défense, vous avez Gunderson et Yakovenko par exemple. Et puis à l'attaque, vous avez des étrangers très, très importants des deux côtés, des joueurs suisses très importants, parce que ce qui fait la force de Bienne et de Fribourg, c'est les joueurs suisses. Mais lorsque vous avez un Diaz blessé et puis un Suter blessé par exemple, qui est un joueur défensif mais un joueur important en National League, vous êtes en difficulté. Moi ce que je constate encore une fois, c'est que si on avait eu un alignement normal à Fribourg-Gotteron, Dufner, Suter ont joué ensemble comme d'habitude, on aurait eu Yecker avec Gunderson et on se serait retrouvé avec une troisième ligne composée de Chavaya et de Seiler, et c'est là où je vois le problème en fait. Oui. Ouais, mais c'est aussi là qu'on voit le gros investissement à Fribourg en défense, c'est Diaz, et c'est un investissement à risque. Parce que ça, c'est, en fonction de son âge déjà. Mais les montants du contrat. Et voilà, c'est là aussi que vous diluez votre contrat, et on a oublié de parler votre budget. De Vainio, qui était très important et que maintenant effectivement on peut plus aligner puisqu'on a besoin des attaquants en attaque. C'est pour ça que je suis un peu inquiet quand même à ce niveau-là. D'un autre côté, c'est bien parce qu'il y a la solution Vainio aussi. Elle existe. Et ça, en fonction de l'adversaire et du match. Moi, je suis moins inquiet de vous, Philippe, parce que si d'un coup on a besoin de Vagno derrière, ça fait quand même des sacrées pertes de défense si tout le monde est en santé, et tu peux enlever Rask. Tu peux enlever Rask parce que tu as des Berti, des Motet, des Sprunger qui peuvent faire le taf d'un étranger. Donc, du coup, avec un grand Berra dans les buts, c'est solide. Ouais, puis peut-être que c'est. Après, je sais pas exactement la nature de la blessure de Diaz, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que peut-être qu'ils peuvent se permettre. C'est musculaire, il est de retour cette semaine. Justement, alors c'est bien à leur âge, à son âge, de les ménager parce que ceux-là, ils doivent être sur la glace au bon moment. Donc, entre guillemets, quand tu as assez d'avance au classement, tu peux quand même te permettre le luxe de l'économiser ou de pas de le faire jouer sous piqûre ou je sais pas quoi. Et peut-être effectivement, Vainio, peut-être un des deux matchs, ça valait la peine de le mettre. Ok. On continue ? On continue. Rappi-Ajoie, on va faire rapidement après les autres. Rappi-Ajoie, 5-0, 1-4. Retour sur terre pour Ajoie. Ouais, mais Rapperswil, très fort. Tu peux pas spéculer si tu es dans un moment où tu as des joueurs du côté d'Ajoie qui sont un peu fatigués ou mentalement un peu émoussés. Collectivement, ça fait tellement la différence. Cervenka, il est épouvantable, et puis tu spécules. Mais j'ai un goal très 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 précis, c'est le goal où Cervenka part à 2 contre 1 avec Alberg, et puis il la donne, mais en fait c'est sur un rim sur le plexis, ça lobe TJ Brennan. Et du coup, ils partent à 2 contre 1. Et puis évidemment que là, on essaye de couper la ligne de passe et de spéculer un peu. Mais contre cette équipe-là, si tu leur laisses un surnombre, c'est cabane. Donc du coup,
pas d'inquiétude pour Ajoie. On a joué un gros ténor du championnat qui est en pleine possession avec les étrangers. On y reviendra, hein. J'ai fait une petite liste de tous les étrangers qui sont arrivés en Suisse. Ouais. Et puis non, mais rapidement pour expliquer un petit peu certaines choses. Et puis du coup maintenant il faut se focaliser. On avait dit qu'Ajoie ferait des très bons résultats, puis il y aurait des week-ends difficiles. Voilà, pas d'inquiétude. Moi je voulais quand même juste dire que Rappi, ils ont fait le plus gros coup en banque avec Tyler Moyle. Et maintenant que Moyle joue des fois en même temps que Cervenka, notamment sur les pipis, ils sont incroyables. Et moi je pense que Moyle c'est le plus gros coup avec Fermenton en Liga. Et c'est Rappi. Moi, je suis Christian, on est souvent d'accord, mais là sur Formenton je suis pas d'accord, et notamment sur l'aspect défensif. Moi il y a beaucoup de choses qui me posent problème en fait. Alors moi Fermenton, quand il joue avec Haim, je les trouve irrésistibles. Okay. Mais pas forcément défensivement, je suis d'accord, mais ils sont souvent en attaque dans ces moments-là. Mais en tout cas, je parle de l'impact réel quand il est avec un autre joueur offensif. C'est pour ça que j'ai vu jouer Cervenka avec Moyle. Ils sont juste injouables, c'est terrible quoi. Mais moi c'est dans l'équilibre et dans le volume de jeu, ou sur le jeu défensif. On parlera des statistiques tout à l'heure, mais pour moi c'est un petit peu insuffisant. Mais bon, on verra. Puisqu'on parle de jeu défensif, mais là on parle d'attaquant, et puisqu'on parle de Ajoie, la reconduction du contrat de Brennan. Non, c'est très bien. Défenseur qui ne défend pas trop, pas assez, pas comme il faut. Il y a beaucoup de. C'est bien pour Ajoie. Les suiveurs du hockey adorent. Mais c'est pas le même Brennan qu'avant. Hein. Non. Excuse. Non, mais il défend plus. Oui, il défend plus, mais il spécule quand même parce qu'il n'a pas un gros skate. Et il est là. Par exemple, l'arrivée de Yannick Fischer, c'est peut-être le complément. C'est-à-dire que c'est un mec qui joue extrêmement physique, qui est un peu craint comme Morer. Quand tu l'as sur le paletot, tu sais qu'il est là. Le défenseur défensif. Et qui est capable, par son expérience, de relancer quand même proprement une petite passe. Et du coup, ça va peut-être libérer Brennan offensivement. Mais le problème qu'il a avec lui, c'est qu'il n'y a pas de défenseur capable de faire le boulot, par exemple, d'un Vagno, voilà, qui va gagner tous ses duels et puis qui va très très bien jouer dans le placement. Avec une bonne première passe quand même. Parce que t'es avec Brennan dans l'équipe d'Ajoie, tu dois avoir un défenseur comme ça. Parce que Brennan, tout le monde dit oui, il a des contacts dans d'autres clubs. Mais Brennan par rapport à sa difficulté de patinage, quand même, parce qu'il est. Ouais. Il y avait quand même pas trop de candidats. Hein. Non, mais est-ce que dans un club comme Zug, il peut jouer comme. Non. Il est très très bien à Ajoie. Il est très très bien à Ajoie dans le profil. Mais par contre, il faut trouver le duo, et une fois de plus. Le directeur sportif Julien Vauclair avec Fischer a peut-être trouvé la bonne pioche. Oui, il a bien bossé en tout cas cette semaine avec 6 contrats signés en vue de la saison prochaine. Il amène de l'expérience. Ouais. Encore un truc à dire sur Ajoie ? Non. C'est bon ? Non, on va passer. Il y a Beerbaum qui a dit on va se relancer pour la semaine prochaine. Oui, c'est un peu la méthode Coué, mais enfin, il n'y a que ça à faire après deux matchs comme ça. Hein. C'est surtout qu'il prépare la suite. Donc, voilà. Philippe, c'est le process. C'est le process. Ils vont prendre des sèves et ils vont en gagner. Avant, ils perdaient tout le temps. Tu vas avoir des problèmes, toi. C'est pas grave, j'assume. Ok. Ensuite, Ambry-Cloton, donc c'est 7e, 10e place. Le grand gagnant de ce week-end encore, c'est Cloton. Qu'est-ce qu'il joue bien. Et pourtant Ambry a fait des bons matchs, a réussi quand même à gagner au penalty à Cloton, mais 4 points sur 6, parfait pour Cloton. Ambry qui perd un peu le large sur Lugano et sur Lausanne. Donc finalement il perd 3 points ce week-end sur leurs deux concurrents pour la 10e place. Donc pas un super week-end pour Ambry. Ensuite on vient à Lugano-Zurich. Alors là c'est la grande surprise, et puis surtout c'est Lugano qui se relance pour la 10e place en allant gagner en gagnant 2-1 contre Zurich et 3-2 au penalty à Zurich, avec un penalty exceptionnel de Texier qui nous a fait une Texier. Ouais. Vraiment, 5 points de Lugano, magnifique. Ouais, 5 points de Lugano contre Zurich, c'est magnifique. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, on a parlé de Zurich avant, les 4 matchs de la semaine. Là, c'est mieux de gagner. Hein. Parce que là, tu arrives à 10 défaites à la fin de la semaine, ça va commencer à grincer des dents. Vous voulez faire quoi ? Maintenant, vous avez changé d'entraîneur. Mais imaginez Grönborg, là. Ah, mais je l'imagine plus. Non mais il est tranquille, et puis il doit quand même se poser des questions, quoi. Et puis dans l'équipe, finalement ça va moins bien, donc inquiétant, parce que quand tu vois la qualité offensive, la qualité défensive dans les buts, c'est très complet. Je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à faire de points. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Ouais, mais juste pour info, rappelez-vous quand on a eu Noah Rod, il nous a dit en off qu'à la fin du match,
dans les gradins, ça gueulait déjà. Ça gueule un peu. Crawford. Oui, bien sûr, mais bon, enfin, là, c'est moi qui vais prendre la défense de Crawford cette fois-ci. C'est que bon, bah voilà, on a placé quand même un gars qui a des qualités, peut-être, comme je l'avais dit, peut-être un petit peu tramé un petit peu quand même. Mais voilà, maintenant, est-ce on va pas changer d'entraîneur de nouveau à Zurich? C'est pas possible. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est botter les fesses d'Andrietto, botter les fesses de. Non, il joue pas si mal non plus Zurich. Hein. Mais il ne gagne pas. C'est partagé. Moi, je crois qu'il y a aussi un truc. Crawford doit aussi s'adapter à son effectif. C'est pas seulement dans un sens, c'est dans les deux sens. Tout le monde doit faire un pas. C'est ça. Et moi, je pense que, t'as voulu en parler tout à l'heure. Hein. Dieu sait si on a le même problème en NHL. Hein. Les anciens qui veulent tout diriger à l'ancienne, mais les joueurs sont plus anciens, ils ont plus la même mentalité. Peut-être qu'il est confronté à ça. Demander à Boudreau. Ouais, voilà. Il a vraiment le problème des riches parce que en défense, quand tu vois le top 6, en attaque, quand tu vois le top 9 et dans les buts. La gestion là, et c'est là-dessus où vous aviez raison sur le profil. Merci. Est-ce qu'on a besoin d'un gars qui communique et puis qui convainc, ou un mec qui dirige et qui impose? Ouais, c'est ça. Et le problème, il est là, peut-être. Librecht a, semble-t-il, fait son choix, puisque visiblement Péchan va se retrouver du côté de Librecht avec ses méthodes. Hein. Ça serait très bien pour Ajoie. Oui, absolument. C'est une super nouvelle. On a oublié de le parler parce que. Super nouvelle, parce que si ça se fait, tu n'as plus son contrat à payer, et là tu vas peut-être pouvoir améliorer peut-être la qualité de tes étrangers ou aller chercher encore des joueurs. C'est vrai qu'on parle toujours de ce contrat aussi de Chian. On va aussi préciser une chose, c'est que si Ajoie on espère qu'Ajoie se maintienne dans l'élite, mais si Ajoie ne se maintient pas dans l'élite, c'est également le contrat de Chian qui tombe. Alors, et puis là, à ce moment-là, vous êtes au moins vous avez fait le ménage au niveau des finances. On en a déjà parlé, mais selon Julien Vauclair, il n'y a pas de clause pour Chian. Oui, justement. Donc même à la limite, il n'y a plus de salaire. Il n'y a plus de salaire d'entraîneur. Donc à la limite, Vauclair pourrait très bien chercher un entraîneur. Non, mais là, non. Enfin, s'il vous plaît, Julien Vauclair, gardez votre poste et puis essayez de faire une saison pleine. Non, mais puis pour revenir à Péchan, il va à Liberec, mais ce que je veux dire par là. Liberec, pardon. T'es dyslexique ou quoi? Non, mais après, il faut aussi. Si tu as des joueurs profilés pour jouer pour toi, pourquoi pas? Mais en tout cas, dans les 3/4 du temps, le managing à l'ancienne, Noah Harold le disait l'autre jour, ils en parlaient dans le vestiaire. À l'ancienne NHL, style Max Orley, ça marche. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et pour terminer avec Lugano, c'est quand même un programme sympa. Sympa. Lugano, sur les 2 prochains matchs, le deuxième match c'est Ajoie et il joue contre, j'ai un blanc maintenant tout à coup, mais c'est un adversaire, c'est à Davos. Voilà, Davos et Ajoie, les 2 prochains adversaires de Lugano. Encore la progression possible. Hein. Ouais, alors eux, pour moi, c'est une vraie bataille entre les Tessinois. Là, ça va être intéressant. Le championnat est fou. Il y a 2 points. Hein. Donc, on finit avec la dernière rencontre, Berne-Davos et Davos-Berne. Donc, Davos qui gagne à Berne et Berne qui va gagner en OT à Davos. Les 2 premières rencontres de ces adversaires-là, les 2 adversaires avaient gagné une rencontre chacun en OT aussi. Et là, le match du vendredi, Davos gagne à Berne 4-2, il marque dans la cage vide. Donc c'est très très serré. Moi, ce que j'ai dit hier soir sur le plateau, c'est que vraiment je suis déçu par Berne, mais déçu dans le fait qu'ils aient tellement de blessés. Je m'explique. Lefeld, Gélinas, N.O.R., Mika N.O.R., Colin Gerber absent, 4 défenseurs du top 6. Ensuite, vous avez Marco Lehmann qu'on a été chercher, qui est blessé depuis le début de saison, et vous avez perdu votre capitaine Simon Meyer. Après, Simon Moser, pardon. Après, vous avez parlé, Christian a parlé de Chervet. Chervet, il est seul au monde, hein. Ouais. Parce que là, Berchi et Vermin, c'est très très compliqué. Ouais, il a sonné la révolte à lui tout seul. Parce que hier soir, jouer avec les deux, là, depuis un moment, c'est compliqué. Hein. Et on est déçus. Ces 2 transferts, pour l'instant, ils répondent pas. Et après, pour moi, c'est au niveau de la deuxième ligne, là. On a parlé de ça, mais qui joue avec Di Domenico, c'est... j'ai un blanc. Bon, bref, c'est vraiment. C'est pas K.O. Non, c'est. Ça va revenir. Ça va revenir, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que cette ligne-là, elle prend beaucoup de buts et Di Domenico met beaucoup de goals depuis le début de saison. Mais dans les matchs importants où c'est un peu serré, c'est cette ligne-là qui est sur la glace et qui prend les goals importants, notamment hier soir l'égalisation. Et pour moi, ils perdent un point. Pour moi, c'est une des premières fois que pour moi Söderholm il fait une erreur de coaching.
C'est-à-dire qu'à 3 contre 3 hier, Dido, faut pas le mettre. Ça m'est revenir, c'est Lindbergh. Voilà. Lindbergh qui joue avec Di Domenico et Bader. Ils ont vraiment des absences et puis ils spéculent beaucoup, ils jouent très offensif. Lindbergh, c'est un étranger, il est à moins 12, plus minus. On sait que c'est pas tout le temps révélateur, mais moins 12, c'est quand même vraiment une très mauvaise stat. Mais hier, Dido, en zone neutre, le nombre de pucks perdus, c'est ça, dangereux. Les turnovers. Et puis, du coup, avec ces absences-là, on joue avec Hunter Sander qui a 29 minutes 31 hier soir et qui met encore le goal vainqueur qui a 33 points. Et Golubev qui est obligé de jouer 26 minutes 20. Donc c'est vivement le retour des blessés. On sait que le Full est prêt à revenir et ça va amener aussi de la qualité dans le powerplay. Mais Berne pareil. On a besoin d'avoir quand même le retour des défenseurs pour pouvoir avoir une meilleure équipe. Le premier bloc, Kaoun et Ennis, c'est très très fort. C'est Viur qui fait le travail un petit peu ingrat. Mais c'est le deuxième bloc pour l'instant qui a un problème. Et surtout les joueurs suisses avec Berchi et Vermin qui sont insuffisants. Berchi, il est perdu le pauvre. Berchi et Vermin, c'est insuffisant. Voilà un petit peu. Mais le grand gagnant de ce back-to-back, c'est quand même Davos qui prend la 5e place et puis qui prend des points d'avance. Alors justement, moi Davos, je voulais quand même dire un truc. Depuis qu'ils ont changé leur entraîneur et que donc Imonen et Metropolis sont aux commandes, c'est 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites en overtime. Petit détail quand même important parce qu'ils jouaient quand même Berne, adversaire direct. À Berne, ils ont aligné Sen. Magnifique. Ouais, Dieu sait si Sen, il était le pauvre. Ouais, la Spengler. Là, ils l'ont tué. Et moi, je trouve ça remarquable. Il faut du courage. Non seulement du courage. Match capital, ouais. Voilà. Et hier, par exemple, un Knack a beaucoup joué. Enfin. Ouais. Plus espoir sur Knack. Voilà. Ouais. Et puis, moi, je trouve que ça, j'ai l'impression que cette équipe, elle revit. Et on disait meilleur powerplay Davos. Donc cette année, Ambul a mis un seul goal sur powerplay. C'est juste pour dire la ressource qu'ils ont parce que même Ambul ne met pas beaucoup de goals sur powerplay et ils ont un des meilleurs powerplay de la ligue. Ouais, ils sont pas dans les 2 premiers, mais ils sont bien classés. C'est surtout leur box-play qui est impressionnant. Ils sont premiers box-play. Ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que Davos, d'une certaine manière, il faut un peu le même genre de saison. Il est agent dessus que Cloton. Alors, je reviens là-dessus. Tu as parlé de 2 coachs, Metropolite et Imonen. Il y a une déclaration. Qui ne seront pas coach la saison prochaine. C'est ça qui m'a surpris. Il y a une déclaration à MySport suisse-allemand. Hier soir, où le directeur sportif Yann Alston annonce qu'il est en train de rechercher dans le processus un coach avec un profil bien défini, mais que Imonen et Metropolite ne seront pas reconduits. Je peux l'entendre, mais je comprends pas qu'on le dise. Je m'explique. Imaginez que Davos fait une saison exceptionnelle et soit champion. Vous faites quoi là ? Ouais. Vous faites quoi ? En com, c'est pas génial. Non, donc du coup là-dessus, des fois, il faut peut-être dire ils font partie des candidats, même si pour toi tu penses que c'est pas des candidats légitimes. Ça te regarde, c'est ton rôle. Mais par contre, dans la communication, pour moi, c'est une erreur de communication parce que tu mets quand même tes 2 coachs. Alors ils peuvent se dire ok, on va tout donner, on n'a rien à perdre et ça enlève de la pression. Mais à contrario, ils peuvent se dire aussi on n'a pas de chance d'avoir du succès, même si on a du succès, on ne sera pas reconduit. Ouais. C'est compliqué dans la tête des coachs. Vous savez que le nom de Ville Peltonen revient ? Oui, bien sûr. Autour de Davos, hein. Bien sûr, ils sont. Mais alors, Ville Peltonen, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, ses qualités. Je vous dis, moi j'arrivais le matin et c'est vraiment la méthode nordique, c'est-à-dire que quand vous arrivez le matin, les assistants et tout le staff doit être là avant et quand il part, ils doivent partir en même temps que lui. Hein. Et des fois, il était là à 6h30 le matin parce que c'est à l'heure que j'arrive à la patinoire à la Vaudoise Arena et le soir à 22h, il est encore là. Donc c'est un immense travailleur. Maintenant, il y a Holden qui vient souvent, ils se connaissent très très bien avec Yann Alston. Pour moi, dans le profil de Yann Alston, je pense que c'est un directeur sportif qui a des grosses connaissances puis des gros contacts, mais c'est quelqu'un qui a un gros ego. Donc peut-être avoir un coach un petit peu moins volubile comme Volven et Holden serait bien dans ce profil-là. Peut-être ce duo marcherait très bien. Ce qui est important pour que ça matche, il faut que vous ne soyez pas identiques. Parce que c'est là où si vous avez deux gars très, très, très fermés ou très, très calmes, ça n'envoie pas d'émotion. Si vous avez 2 gars très, très, très excités, ça peut clasher. Et puis on sait que c'est important l'unité entre un directeur sportif et un entraîneur. Et donc là, peut-être qu'Holden a une chance à avoir à Davos. Dernier sujet à aborder peut-être, il nous reste peu de temps. Les étrangers.
Allons-y. Alors on va venir sur les étrangers pour faire un petit bilan sur les étrangers qui sont arrivés en Suisse en cours de saison. Donc Johan Ovitu, Genève, Servette, défenseur, 6 matchs, 3 points, plus 5, 0 minutes de pénalité. Grande satisfaction pour l'instant. Ensuite, Riley Sheehan qui a 7 matchs, 1 point avec un profil différent, 0 plus minus, attaquant 2 minutes de pénalité mais blessé à voir, mais profilage intéressant pour Bienne. Pour les playoffs. Ah, oui, Adam Alquist qui est venu avec justement, qui a fait un peu de la polémique de KHL, 6 matchs, 4 points, 2 minutes de pénalité, plus minus 0, défenseur qui va renforcer la défense et on en a besoin à Zug. Justine Abdelkader, 13 matchs, 1 point, donc on sait que lui c'est plutôt un joueur qui va être un agitateur pendant les playoffs. Ouais. Moins 1, 33 minutes de pénalité. On sait que lui, on le connaît en Suisse, donc c'est pas vraiment une surprise. Et qui va rester, je crois, pour la saison prochaine. C'est dans les tuyaux. Ouais. Je sais pas s'il a un contrat encore pour la saison prochaine, mais j'ai entendu parler de ça. Fribourg-Gotteron, Victor Rask, qui a 21 matchs, 11 points, c'est mieux. Plus 4 minutes de pénalité, donc c'est mieux. Martin Bakos qui était arrivé début de saison à Ajoie, 28 matchs, 15 points. Par contre, un plus-minus de moins 16, 10 minutes de pénalité qui est très, très peu utilisé depuis l'arrivée de Vauclair. Alex Formanton, donc 10 matchs, 5 points. Par rapport à son potentiel, c'est insuffisant, moins 4. C'est là où je parlais des problèmes défensifs. 60 minutes de pénalité. Il prend beaucoup de pénalités. Il est encore jeune. Des fois, il répond et il devrait un petit peu faire attention. Il est fougueux. Ouais. J'aime beaucoup l'arrivée. Moi, je miserais sur lui sans problème pour la saison prochaine. Non, bien sûr. Non, c'est un très très bon joueur. Mais je dis, il doit s'adapter lui. C'est un problème d'adaptation. Lucas Klok, défenseur de Lugano. Alors, je l'ai observé plusieurs fois. C'est intelligent comme recrutement. Okay. Parce qu'il ne paye pas de mine, mais il est vraiment pas mal. 4 matchs, 1 point, plus 1, 2 minutes de pénalité. Il fait le travail et on a beaucoup d'artistes à Lugano et lui, il amène un peu de rigueur. Du côté de Lausanne, on a fait venir deux nouveaux étrangers. Richard Panic, 8 points, 16 matchs, 10 minutes de pénalité, mais plus du tout dans les plans. Donc il s'entraîne, mais il ne joue plus. On a beaucoup entendu parler du problème d'attitude, même pendant les matchs. J'ai trouvé qu'il n'avait pas une bonne attitude. Par contre, son gabarit il peut être intéressant, donc je ne sais pas s'il compte plus l'utiliser. Lori Kainen qui est arrivé, qui a pour l'instant sur les 2 matchs 90% d'arrêt, 2 matchs, il a fait 5 points en 2 matchs, donc c'est très très bien, très bon bilan, mais on ne peut pas le juger sur ces 2 matchs là. Tyler Ennis, donc ça vraiment très bonne recrue, 700 matchs NHL, 25 matchs, 25 points, il a eu un début difficile mais il commence à s'adapter et je trouve qu'avec le retour de Kaoun et avec ses Viour, c'est une ligne vraiment qui va être impressionnante. Moi, celui où je suis un peu déçu, c'est Cody Ekin. 22 matchs, 14 points, moins 6. Et notamment, avec son expérience et sa capacité défensive, le goal en prolongation, il est pour lui. Il est pour lui et Raffel, il fait un super geste, mais le goal, il est vraiment pour lui. Du côté de Rapperswil, on a été chercher Albert Pontus qui a 10 matchs, 9 points, plus 13, 2 minutes de pénalité. Très bonne recrue. Et Michael Jordan, 2 points, ouais, ça me fait rire à chaque fois de dire ça. 2 points, très bon matchs. Dans les dunks. Il a un super contre, plus 4 minutes de pénalité, donc moins utilisé, mais il peut servir quand même. Je reviens à la finalité de tout ça. Le 15 février, la fin des engagements des étrangers. Et je sais que du côté de Lausanne, on cherche. Il y a des joueurs qui ont été proposés à Lausanne, ou même, par exemple, Michael Jordan a été proposé à Genève. On sait que le marché suisse est reconnu, donc du coup, les agents travaillent. Mais là, on a jusqu'au 15 février et je pense qu'on essaye de trouver peut-être un défenseur du côté de Lausanne pour stabiliser un peu cette défense. Un vrai défenseur. Shaquille O'Neal, Larry Bird. Ouais, qui soit en concurrence avec Michael Jordan. Pour moi, avec tout ce que tu viens de dire, tu vois, le rapport qualité-prix, pour moi, c'est Gauchi avec Ovitu, parce qu'il a engagé 45. Mais c'est une quinzaine de joueurs. Et moi, je suis surtout surpris de voir 15 joueurs. En 3 mois de compétition, on a 15 joueurs quand même de qualité qui ont plus débarqué. C'est hallucinant. Ouais, et ce qui est hallucinant, vous vous rappelez de ce qu'a dit Brunner ? Brunner, il a dit oui, on est toujours en train de se plaindre, le Covid, on a perdu beaucoup d'argent. Plusieurs équipes qui ont été étrangères. Là, on est à 8, 9. Exactement. Donc oui, je pense que le catering marche bien.
Ouais, mais c'est pour ça que je disais, finalement, le rapport qualité-prix, Margauchi a fait très fort parce qu'il faut oublier qu'il ne le paye que 45 jours. Tous les joueurs que tu as annoncés, c'est jusqu'à la fin de la saison ou plus, avec Pontus, Albert, qui je trouve vraiment pas mal. Ouais. Alors lui, c'est deux vraiment. Après, Formenton, moi j'adorais Jensen, je sais pas s'il va pouvoir revenir, mais Rapperswil, il se trompe rarement aussi. Hein. Ouais. Les joueurs suisses, les joueurs étrangers, le duo là est très très bon. Maintenant, pour finir, je voulais parler de Daryl Sutter. C'est le coach de Calgary Flames à l'endroit de Jacob Pelletier, un jeune joueur. Alors, racontez ce qui s'est passé. On est en conférence de presse et puis déjà, quand vous voyez Daryl Sutter, on parle de ancien joueur de qualité. Ouais, bien sûr, mais on le connaît. Hein. De grande qualité. Les Sutter, c'est une dynastie. 5 frères qui ont tous joué à c'est ça, non, c'est une grande famille très très reconnue. Il y a encore Dave à Fribourg. Très même père. On le salue. Très reconnu. Mais on pose une question en disant qu'est-ce que vous avez pensé du match du jeune Jacob Pelletier. Et là, il prend une feuille et il dit au journaliste quel était son numéro. Donc le journaliste lui répond son numéro. Et là, il sort les stats. Il sort ses stats. Et donc évidemment, c'est un jeune joueur qui a peu joué dans le match. Et puis à la fin, il dit à 21 ans, il a un long chemin à parcourir. Et vous vous rendez compte, quand vous arrivez dans le vestiaire, il l'a détruit. Il l'a tué là. Il l'a tué et puis les coéquipiers. On parle aujourd'hui de la communication et du respect justement de l'individualisation des athlètes et de faire attention à ce que tu dis et surtout publiquement. Mais là, on vous avez parlé de dinosaures, là on est vraiment dans la préhistoire là. Hein. C'est hallucinant d'entendre quel est son numéro. Non. Bon, Maxime Lapierre l'a bien défoncé entre nous. Parce que non, mais c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Ouais. Mais déjà, c'est lui qui avait le même problème avec Huberdeau. Ouais. Le problème, c'est ce que je dis, c'est l'adaptation. Hein. Les coachs, au bout d'un moment, t'as du matos, c'est à toi d'en tirer le profit. Le potentiel, il est là, clairement. Après, tu peux dire, le joueur, il est pas comme ci, il est pas comme ça, mais s'il a performé ailleurs, ça veut dire que potentiellement, il peut le faire. Et c'est à toi c'est le principe de Crawford à Zurich en ce moment. Hein. Ouais, tu dois faire progresser tes joueurs aussi bien individuellement que tactiquement. Et puis, du coup, là mentalement, vous rentrez à la maison, puis vous entendez publiquement, et on parle de NHL, hein, votre coach qui dit, il avait quel numéro ? Ah oui. C'est la violence. La violence du propos là. Ouais, et puis en plus, c'est violent, et c'est d'autant que ce premier match de Pelletier avait été pas mal relaté d'ailleurs par la presse francophone canadienne, qui se réjouissait de voir ça. Et là, boum, c'est un peu le retour de Manuel. Hein. Alors là, du coup, j'ai regardé les chaînes québécoises. Ouais, mais c'est à l'ancienne, c'est casser les gars pour les rendre plus forts. Ouais, je crois que tu vas vraiment pas le rendre plus fort comme ça. Non, et puis Sutter, il doit avoir les oreilles qui sifflent là, du côté du Québec, parce que ça a été sur les télévisions et les radios. Il s'en fout parce qu'il sait que derrière, il a tout le staff derrière à Calgary. Donc. Bon, voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On rappelle donc une petite dernière. Dernière sur les matchs, les matchs de demain qui nous intéressent. Alors, oui. Je voulais les rappeler. Ouais, alors les matchs de demain qui nous déjà ce soir, hein. On rappelle quand même qu'il y a un match ce soir. Ouais, il y a là c'est déjà en train de jouer. Hein. On regarde pas le match parce qu'on est concentré, mais on est concentré. Il y a Zurich Zug, donc là Zurich, attention. Match très important. Puis demain, c'est surtout du côté de Lausanne qu'on va regarder un petit peu les confrontations, parce qu'il y a Genève qui va à Ambry. Ambry a le même nombre de matchs que Lausanne, mais c'est surtout il y a 2 matchs en retard vis-à-vis de Lausanne qui a 39 matchs. Il y a Langnau qui reçoit Fribourg avec 38 matchs, et il y a Davos. Je la sens pas celle-là. Je le dis franchement. Ouais, je sais pas pourquoi. Je suis comme vous. Je la sens pas. Langnau, c'est pas. À chaque fois que Fribourg va à Langnau, ça se passe pas bien. Je la sens pas. Et puis il y a Lugano qui va à Davos. Et là, pour qu'il y ait une soirée parfaite pour Lausanne, il faut que Genève gagne à Ambry, que Fribourg gagne à Langnau, donc entre romans qu'on cède, et que Davos batte Lugano. Si c'est les trois autres équipes qui gagnent, ça remet encore beaucoup de pression pour le week-end où je vous rappelle, ils vont à Zurich, et puis mardi prochain ils vont à Berne. Donc 2 déplacements très difficiles, et ça va aussi, ce genre de résultat peut aussi t'enlever ou te mettre de la pression. Merci messieurs, voilà pour le programme de ce premier bloc de ce lundi. Comme on a parlé de notre satisfaction de l'émission, tout début de cette émission, eh bien on va également vous faire une petite confidence pour la fin de cette saison, et notamment à l'occasion des playoffs, où non seulement il y aura un premier bloc le lundi, mais un premier bloc le vendredi, mais on en aura également un normalement le mercredi. Donc 3 rendez-vous à ne pas rater dans la semaine, et on compte évidemment beaucoup encore sur vous, sur votre participation active, grâce notamment à la possibilité de nous joindre pour
pour poser vos questions. On comptera beaucoup sur vous. On compte aussi peut-être faire une émission spéciale avant playoff. Absolument. En public. On va essayer. On va essayer, on est en train de discuter. On en discute, avec grand écran, tout ça. Exactement, et ça pourrait être vraiment très sympa, on espère que ça va se faire. Ouais, parce qu'il y a un bel écran ici, aux têtes de course, le Bike and Coffee de Nyon. C'est l'occasion de dire encore une fois merci à Philippe Knebuller qui nous reçoit tout le temps. Et on est vraiment bien accueillis. Puis c'est vrai que c'est un endroit idéal pour faire un spécial playoff. Messieurs, on va saluer bien bas tout notre auditoire en rappelant que le hockey sur glace c'est bien, mais que le hockey sur place c'est mieux. Et on se retrouve donc pour la prochaine édition du premier bloc vendredi. Ce sera le Before à partir de 18h. Quant à l'émission de ce soir, eh bien vous pouvez la réécouter immédiatement dès 22h pour encore une fois tout savoir. Et puis si vous voulez encore une fois, je vous laisse le plaisir de l'annoncer. Et vive le hockey roman. Ah oui, vive le hockey roman. Puis surtout n'oubliez pas cette émission, vous pouvez également la réécouter sur YouTube. Vous avez oublié l'information essentielle de cette fin d'émission. Merci messieurs et à vendredi et bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Bonne semaine.